Bonjour à tous. À moins d'un an des premières consultations dans le cadre des élections générales, ça bouge au sein des partis politiques, même si de loin, cela laisse l'impression d'un calme et d'une indifférence inquiétante. Franck Aounou, notre analyste politique, nous dit de ne pas nous y fier. Il y a une guerre de leadership violente au sein des organisations politiques dont l'odeur et la fumée ne se perçoivent pas de loin selon notre analyste politique. Il proposera dans un instant son commentaire qui va planter le décor de nos discussions dans une heure de temps environ. On profitera pour dire deux mots au sujet de cette sortie médiatique d'Adrien Hongbeji, l'ancien patron du parti PRD, aujourd'hui fusionné avec l'UP pour donner l'UP le renouveau, a profité d'une visite de Boni Yaï qui lui présentait des vœux de nouvel an pour laisser connaître le fond de sa pensée au sujet des élections exclusives et de ses conséquences sur le vivre ensemble et le développement. Nous ferons l'analyse en deuxième temps de ce discours. C'est d'ailleurs l'un des sujets traités par les quotidiens dans leur production de ce matin. Fraternité qui ouvre la une des journaux reviendra là-dessus et de long en large la revue de presse si tout allait très bien vers la fin de cette émission. Nous allons par ailleurs découvrir ensemble les autres sujets qui ont intéressé les quotidiens. Le désistement de Wadaïn de la course à la présidence de la BAD, les condamnations dans le dossier tentative de coup d'État la semaine écoulée, l'affaire de Nouvelle République ou pas, portée devant la Cour constitutionnelle. On fera le tour d'horizon tout à l'heure. Côté invité, nous en aurons deux ce matin sur votre matinale. D'abord, Jonas Rantan, ministre conseiller en charge de la culture, du tourisme, des arts et des sports. Avec lui, nous allons évoquer l'actualité dans son département d'autorité. Et puis, Gildas Lantokmodé, animateur des médias, journaliste et promoteur culturel. Lui qui est passé déjà par ici pour vous servir en tant qu'employé sur Canal 3 à Bénin. Il viendra ce matin nous dire deux mots au sujet d'un nouveau programme qui s'annonce dans la grille des émissions de votre télévision. De quoi est-ce qu'il s'agit? On le recevra tout à l'heure pour les détails. Bonjour encore une fois et bienvenue à tous. Nous allons donc ouvrir cette matinale avec la une des journaux, avec Fraternité qui nous propose cette attitude de réflexion de Adrien Hongbeji, fusion PRD, le clair-obscur de Hongbeji, recours de Guy Mitokpe pour apologie du troisième mandat, la co-tranche en faveur de Talata, seconde session ordinaire 2024 de l'Assemblée nationale. Vitali Bouton présente le bilan aux médias partenaires. Voici l'informateur. Candidature à la présidence de la BAD, retrait de Wadani, la foire aux interprétations, verdict du procès Bokoko Meki, le matinal a titré l'impartialité de la justice saluée. Le parti Les Démocrates relève des irrégularités. Bruno Amoussou, figure de pro de l'UP Le Renouveau, ne nous laissons pas distraire. Le patriarche appelle à la vigilance. Jack Pata, maintenant pour continuer au sujet du troisième mandat, un nouveau recours contre Berthe Kovi à la Cour constitutionnelle. Le potentiel complot contre la sûreté de l'État, le réquisitoire qui écarte l'hypothèse d'un montage politique. L'investigateur Bénin 3 contre Lettonie 2. Un nouvel exploit pour le tennis béninois sous Jean-Claude Talon. Nous signifie donc le quotidien discours du nouvel an en faveur des exilés prisonniers. Le maître Adrien Hongbeji met les pieds dans les plats quotidiens, Nord-Sud quotidien, avec cette actualité toujours, décrispation, la scène politique, les recettes d'Adrien Hongbeji. Maître Hongbeji toujours,
gardien du rêve démocratique, messager de l'unité. Ça, c'est l'opinion de la fiche du jour par rapport justement à cette sortie de l'ancien Tchoko Tchoko. Il dénonce l'exclusion et plaide pour le retour des exilés. Le Télégramme, procès, tentative de coup d'État contre Patrice Talon, condamnation de Bokoy Romeki s'est faite dans l'impartialité selon le bloc républicain. Mais pour le parti Les Démocrates, la justice était plus pressée que les accusés à rendre une décision pour un dossier criminel de moins de 5 mois. Maté libre, liberté, démocratie, état de droit. Les pics d'Adrien Mbedji à Patrice Talon. Il faut libérer les prisonniers politiques, a-t-il proposé dans les colonnes donc, du journal La Maté libre. La cloche ce matin, présidentielle de 2026 et recours de l'AIND au sujet du 3e mandat. Les Béninois retiennent leur souffle. Libération, lutte contre l'extrémisme violent, un important lot de matériel offert aux populations de la Liborie. Que nous dit le challenge ce matin? Lutte contre l'insécurité. Au Bénin, un vaste réseau de braqueurs démantelés à Zem. La boussole pour continuer avec cette affaire donc de tentative de coup d'État. Modus operandi des accusés selon le ministère public. Renouveau des forces armées béninoises depuis 2016. Nouati expose les efforts de la rupture contre le terrorisme et la piraterie. Info matin, Boni Yaïche Soglo et Rumbedji. Quand le tour de Patrice Talon, Gaskiani Info, course à la présidence de la BAD. Wadani, un désistement et des interrogations. Dynamisme Info, Dauphina pour 2026. Un homme de main du chef de l'État, des signes qui ne trompent plus. L'événement du jour, la préservation de l'intégrité du territoire du Bénin, une batterie de mesures prises contre le terrorisme et la piraterie. Le Béninois libéré, verdict du procès pour complot contre la sûreté de l'État, réaction républicaine du BR. Le matin, verdict de l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Le BR appelle à la vigilance citoyenne et salue l'impartialité de la justice. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Fusion UP-PRD, le clair-obscur de Rumbedji, recours de Guy Mitopin pour apologie du 3e mandat. La Cour tranche en faveur de Talata, seconde session ordinaire 2024 de l'Assemblée nationale. Vitali Bouton présente le bilan aux médias partenaires. Et n'oubliez pas l'éditorial signé Anissé Carlos Ocré. Après le judiciaire, la rage des procès en sorcellerie, c'est le titre de son texte ce matin. Et voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On va passer maintenant au bulletin de l'information. Voici Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Vous allez nous proposer dans ce bulletin que vous nous présentez les images de l'inauguration le week-end écoulé du nouveau bâtiment de la bibliothèque du conseil d'activité éducative du Bénin, de la fondation Vallée de Natitengu. Le joyau a été est dédié au savoir et à l'innovation, va permettre aussi par ailleurs l'amélioration des résultats scolaires, le développement de l'innovation technologique et la promotion de la recherche. Et puis d'autres images aussi, cette fois-ci qui nous viendront de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association pour le Développement de la Commune de Savalou. C'est un rendez-vous annuel de réédition de compte qui a permis de faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2024 et de faire des projections. En tout cas, vous aurez d'amples développements. Voici le bulletin. Et on démarre avec la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire qui a formé plus de 200 jeunes en bâtiments et travaux publics. Là, nous sommes dans le nord du Bénin. Oui, Tanguy, c'est dans le cadre de l'exécution du projet d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Penko Kerubani-Kwara que ces jeunes ont bénéficié d'une formation qui entre dans la composante C du programme employabilité des jeunes au métier de BTP. La seconde vague de jeunes formés a été libérée la semaine dernière, ceci à la faveur d'une cérémonie de présentation et de remise d'attestation de fin de formation qui s'est déroulée à Parakou. Reportage. Le programme est financé par la BAD, la Banque africaine de développement,
et a permis de former 109 jeunes, dont 44 femmes, pour le compte de cette deuxième composante. Du 29 novembre 2024 au 29 janvier 2025, ces jeunes se sont vus aguerris dans divers métiers du BTP, dont entre autres la maintenance générale des machines et équipements motorisés, la soudure, l'électricité auto ou encore l'entretien routier. Chers diplômés, les enseignements que vous avez reçus vous ont permis d'acquérir des aptitudes et des compétences optimales grâce au centre de formation ici présent et de les faire valoir sur le marché de l'emploi. Pour arriver à cela, vous avez dû faire preuve de détermination, de persévérance, de passion tout au long de la formation. Vous avez acquis des compétences techniques, mais aussi des compétences pratiques qui vous permettront de contribuer activement au développement du secteur du BTP. Ces 2 mois de formation ont été assurés par le groupement CRF du Togo et CFTTP du Bénin. Les jeunes ont par ailleurs bénéficié de compétences transversales dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Chères entreprises, c'est pour vous dire qu'il y a un vivier qui a été formé dans le cadre de ce projet. Nous vous invitons à faciliter leur insertion professionnelle. Les jeunes ont envie d'apprendre le métier, mais ils n'ont pas les moyens. C'est en cela que nous louons, franchement, les autorités béninoises d'avoir autorisé qu'une partie des prêts qu'ils contractent pour la réhabilitation d'une route soit consacrée à la formation de la jeunesse. Les jeunes formés se disent prêts à faire valoir leurs compétences. La formation dont nous avons bénéficié a édifié en nous des connaissances qui font de nous aujourd'hui des personnes aguerries et prêtes à se vendre sur le marché de l'emploi. Ça, c'est vraiment un truc à encourager. L'entreprise Colas, dès la prise des nouvelles activités, va faire le nécessaire pour piocher dans ses ressources pour travailler sur ces différents chantiers. La remise d'attestation aux bénéficiaires et une photo de famille ont mis fin à la cérémonie. Dans le département des Collines, l'Association pour le développement de la commune de Savalou a tenu son assemblée générale ordinaire. C'est un cadre choisi par le président de la dite association et son équipe pour présenter à l'assistance les actions menées au cours de l'année 2024, ainsi que les résultats, les difficultés rencontrées, aussi les perspectives. Ces assises ont également le lieu pour le partenaire et autorité de prendre de nouveaux engagements. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudoun. Convoqué par le président et son équipe du bureau exécutif national, le rendez-vous relève d'une exigence statutaire. L'Assemblée générale à l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS, est le creuset défini pour permettre à l'équipe dirigeante de présenter aux membres le bilan des 12 derniers mois d'activité avec à l'appui les résultats atteints, les difficultés rencontrées et aussi les perspectives. Nous avons fait en sorte de garder ce rituel annuel, cet exercice qui fédère l'ensemble des filles et fils de Savalou, engagés au sein de l'association pour le développement de la commune de Savalou, parce que c'est une régularité qui fait désormais la force d'une association qui fonctionne bien. Comptant pour la deuxième année d'exercice du mandat 2024-2026, les assises ont été meublées par des communications, mais également la présentation du rapport moral et celui financier. Les documents soumis à l'appréciation de l'assistance retracent les actions menées tout au long de l'année écoulée. Sur les nombreuses activités, celles qui retiennent et forcent l'admiration sont les coûts de renforcement et de soutien scolaire, la construction des toilettes sèches, puis le projet poterie Pataba. Si vous suivez, vous allez voir qu'il s'agit d'actions en profondeur, l'accompagnement de coopératives, de femmes génératrices, d'actions génératrices de revenus au niveau de femmes, au niveau de producteurs. Les coûts de soutien scolaire. Depuis 4 ans, Savalou s'engage avec l'appui des cadres de bonne volonté à organiser les cours de soutien scolaire. Et les résultats sont là tangibles. Vous voyez, le maire nous a donné 2 millions pour accompagner les cours de soutien scolaire au titre de cette année. Donc cela montre une dynamique entre Action de développement, mairie et le palais royal. Satisfait des prouesses réalisées, dans les interventions, beaucoup n'ont pas aussi manqué de souligner que des efforts restent à faire, tout en félicitant Conrad Baguidi et son équipe. Cadres, autorités et partenaires présents ont encore rassuré de leur soutien pour la poursuite de l'aventure. Cette année, les 14 arrondissements de la commune seront couverts
Et chaque arrondissement aura ses toilettes sèches agroécologiques publiques. Et notre idée maintenant, c'est de passer à des projets d'accompagnement des quartiers où on s'est installé avec les toilettes, à travers de différentes thématiques. En perspective, tout en préservant les acquis, le bureau présidé par Conrad Baguidi ambitionne, en plus d'autres projets conçus et partagés avec l'assistance, de mener des campagnes de sensibilisation pour reconquérir le cœur des filles et fils de la commune. Il entend également inventer des moments et sujets de construction et de développement autres que les rendez-vous habituels. Tanguy vous l'annonçait à l'entame de cette session d'information, la bibliothèque du CAEB Fondation Vallée de Nati Tengu dispose désormais d'un cadre somptueux pour la recherche scientifique et l'innovation technologique. C'est un bâtiment de type R+2, rénové et gracieusement offert par la Fondation Vallée de France. La cérémonie d'inauguration de l'édifice ayant mobilisé les différents acteurs du monde éducatif du Nati Tengu a été rehaussée par la présence du directeur de la Fondation Vallée, Alassane Aoula. C'est un bâtiment de type R+2 qui est majestueusement érigé à la bibliothèque du CAEB Fondation Vallée de Nati Tengu. Construit spécialement pour la documentation et la recherche scientifique dans l'intelligence artificielle sur financement de la Fondation Vallée de France, cet édifice de dernière génération entièrement équipé abrite 2 salles de lecture spécialisées, un laboratoire d'intelligence artificielle et bien d'autres espaces multifonctionnels. Chers écoliers, chers élèves, chers étudiants, ce lieu est le vôtre. C'est ici que vous trouverez les idées qui feront germer vos rêves. C'est ici que vous apprendrez que toute grande réussite commence par une idée qui jaillit d'un livre et se transforme en action. Je tiens honnêtement et sincèrement à remercier la Fondation Vallée. C'est en 2011 que la bibliothèque du CAEB, Fondation Vallée de Nati Tengu, a vu le jour, permettant depuis lors à des milliers d'usagers d'accéder aux livres divers et variés exposés dans 2 centres de lecture et un espace informatisé de recherche. En érigeant ce joyau architectural dans cette bibliothèque, la Fondation Vallée entend ainsi aller plus loin dans sa mission traditionnelle. Cette bibliothèque est une bibliothèque qui se veut moderne aux normes internationales, mais qui, à l'image de la cérémonie de ce matin, se veut ancrée dans la culture et dans les traditions du Bénin et en particulier de l'Atakora. Cette bibliothèque n'a pas été faite pour promouvoir des pratiques sexuelles qui sont contestées dans notre pays. Elle est là pour permettre à tous nos jeunes frères d'aller au-delà de ce qui est donné à l'école. À travers la construction de cette bibliothèque de type moderne, la Fondation Vallée s'inscrit en droite ligne de la politique gouvernementale pour garantir une éducation inclusive de qualité. Je vous rassure de l'engagement de Madame le Préfet à assurer une surveillance sécuritaire permettant l'exploitation du centre. Véritable sanctuaire et incubateur du savoir et de l'innovation technologique, cette bibliothèque de dernière génération permettra à coup sûr de faire renaître le goût de la lecture et de la recherche scientifique au sein de cette couche juvénile. On termine par la campagne 2024-2025 de la commercialisation des noix brutes de cajou qui a pris son envol à Basila dans le département de la Donga. C'est au cours d'une cérémonie organisée le jeudi dernier que le représentant de la ministre de l'Industrie et du Commerce a donné le top pour la vente des noix de cajou. Pour la réussite de cette campagne, producteurs, commerçants et transformateurs ont eu droit à une phase de démonstration des différentes étapes, modalités et conditions retenues par l'interprofession de la filière cajou. Abdou Savé Idrissou. C'est l'une des étapes cruciales de cette cérémonie de lancement officiel de la campagne de commercialisation des noix brutes de cajou au titre de l'année 2024-2025. Elle consiste à exposer aux commerçants, partenaires de la filière anacarde, producteurs et transformateurs, les différentes phases, conditions et modalités requises pour une campagne réussie. Au niveau des coopératives villageoises des producteurs d'anacarde,
La noix de cajou sera vendue par les producteurs des CVPA contre un paiement au comptant. Les transformateurs, suivant leur plan de zonage, vont retirer leur bordereau d'enlèvement au niveau des coopératives communales des producteurs d'anacarde. Prix d'achat aux producteurs, 375 francs, dont 5 francs pour les fonctions critiques. Je voudrais appeler l'attention de l'interprofession de la filière anacarde sur la nécessité de faire fonctionner les balances qui seront utilisées dans le cadre de cette campagne. Cette campagne intervient dans un contexte où le gouvernement et son chef Patrice Talon ont procédé à la réorganisation de la filière anacarde. La restructuration de la filière anacarde avec la redynamisation de l'interprofession marque une avancée significative. Cette initiative vise à renforcer les liens entre tous les acteurs. Je voudrais exprimer au nom des acteurs agricoles de la Chambre nationale d'agriculture, au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour sa clairvoyance et sa confiance qu'il a placée en notre institution en nous confiant la grande mission de la restructuration de la filière anacarde. À travers cette cérémonie, les différentes composantes de l'interprofession et autres acteurs de la filière anacarde sont désormais fixés sur le déroulement de cette campagne actée ce 30 janvier 2025. C'est bon, j'ai pris mon argent. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. Merci à vous, Florence, pour la présentation donc, de ce temps d'information par la fenêtre de la rédaction de Canal 3 Bénin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, dans la journée, vous avez d'autres rendez-vous d'information, notamment à travers nos grandes éditions. Les 13h, 19h30 et 22h30, vous avez donc le grand format de l'édition d'information sur Canal 3 Bénin. Et puis les éditions intermédiaires, 11h et 16h, ça s'appelle le bulletin d'information. Actu Matin, ça se poursuit. Voici notre premier invité ce matin. Et voici donc un plateau pour recevoir notre premier invité, Jonas Rantam, ministre conseiller en charge de la culture, du tourisme, des arts et des sports. Monsieur Rantam, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on passe en revue l'actualité dans votre secteur. Merci pour votre disponibilité. Et quand on parle d'actualité dans le domaine de la culture, on sait déjà qu'on devrait se rendre à Ouida. Récemment, il y a eu les Vodou Days. Quel bilan au plan culturel et touristique? Tanguy, merci de m'avoir invité sur ce plateau et bonjour aux téléspectateurs et à tous les Béninoises et Béninois. Vodou Days a été l'événement culturel et touristique majeur sur le Bénin en 2024. Il a pu permettre à ce qu'on ait mobilisé sur Ouida 435 participants. Et ça, c'est ce qui... 435 000 participants. Oui, 435 000 participants. Ce qui a permis, contrairement à la première édition qui a mobilisé 100 000 participants. Ça a montré l'intérêt de plus en plus accru de l'initiative auprès des Béninois qu'auprès des expatriés, puisque dans les 435 000 qui ont été constatés sur place sur la plage de Ouida, on a constaté environ 35% de personnes participantes venues hors d'Afrique. Ah oui. Oui, ce qui montre que l'intérêt mondial des Vodou Days devient de plus en plus... Donc mettons 65% qui viennent d'Afrique, c'est ça? Oui. C'est curieux que les Africains s'intéressent un peu à ce qui se passe en Afrique. Parmi les 65%, il faut rappeler qu'il y a plus de Béninois. Ok. Il y a plus de Béninois. Ça veut dire que les Béninois même sont intéressés par leurs choses, par leur patrimoine culturel, par cet événement majeur qui a été initié par le gouvernement du président Patrice Talon pour
renforcer l'identité culturelle et touristique du Bénin. Et ça, je peux vous dire que ces données, c'est l'Instad qui a permis qu'on ait ces données. Et sur Ouida, en général, nous avons eu plus d'1 million de personnes qui étaient sur différents sites d'animation de Vodou Days. Puisque Vodou Days, à l'exception, à contrario, n'est pas un festival. C'est un ensemble de festivités. Voilà. Donc, le territoire ouidaïen était mis en mouvement, suffisamment visité sur la période. Mais nous nous sommes focalisés sur les 435 000, puisque sur place, ça nous a permis, ces chiffres nous ont permis d'évaluer l'ampleur de ce projet d'envergure. Est-ce qu'on s'est intéressé un peu aux retombées économiques? Ah oui. Vous savez, il y a un élément qu'on appelle les effets multiplicateurs. Vous voyez, il y a eu 435 000 participants constatés sur place, et sur les 435 000, il y a 35% d'expatriés. Et ces 35% des personnes venues d'ailleurs, ces 35%, si on fait un petit calcul, on fait un petit calcul pas très intelligent, ça fait environ 150 personnes qui sont 150 000 personnes qui sont venues d'ailleurs. Et ces 150 000 personnes sont venues, ils ont séjourné dans les hôtels, ils ont emprunté le trafic, donc les taxis, ils ont mangé, ils ont acheté des objets, ils ont acheté du crédit, et vous voyez, et ceux qui ont vendu du crédit, le transport, ont pris de l'essence. Ceux qui ont pris de l'essence, ceux qui ont vendu à manger, ont dû s'approvisionner chez les bonnes dames pour vendre, et les bonnes dames se sont approvisionnées auprès des paysans. Vous voyez l'effet multiplicateur, ça s'évalue à des milliers de millions de francs CFA. Que fait-on des infrastructures? Parce qu'il y en a eu, d'après les Vodou Days, comme l'arène du Vodou par exemple, où on se demande si ça va être réservé essentiellement à la danse de Sakpata et autres, à des moments sporadiques au cours de l'année. Vous voulez dire l'arène de Ouida? L'arène de Vodou. L'arène de Ouida. L'arène de Ouida, c'est voilà. Ça. L'arène de Ouida et toutes les infrastructures qui ont été réalisées pour abriter les festivités ne sont pas uniquement dédiées au Vodou Days. Elles rentrent dans le cadre d'un écosystème interconnecté, écosystème qui valorise tant le développement, notre patrimoine culturel que notre patrimoine touristique. Donc ces infrastructures sont là et seront animées de façon perpétuelle par des événements culturels majeurs de notre pays, tant que le besoin se fera sentir. Il y a un besoin, enfin il y a un débat, une polémique sur le choix de Ouida pour abriter cette fête de Renava. Dieu même sait que les Vodou, il y en a un peu partout au Bénin. Pourquoi Ouida devrait être le choix? Peut-être parce que le chef de l'État est de là-bas. Non, ce n'est ça me fait rire parce que pour le Béninois qui, depuis un certain nombre d'années, a vu l'engouement autour de Vodou, constatera que Ouida, depuis 1992, a été l'épicentre de la manifestation du Vodou. Depuis 1992, sous le président Nicéphore Soglo, qui est d'Abomey, heureusement, qui n'est pas de Ouida. Et c'est parce que Ouida offre une certaine praticabilité de la chose et une disposition spatiale des couvents Vodou que le potentiel s'est fait révéler depuis 1992 déjà, et nous, on l'a identifié comme un pôle. Comme il y a également d'autres pôles, par exemple, la fraternité est célébrée à Novicha, à Grand Popo, il y a la Gani, la tradition cavaleresque qui est à Niki, et il y a le festival Vodou, des masses Vodou, qui est célébré à Porte-Nouveau. Donc, ça rentre en ligne d'une politique globale d'offres variées, d'offres touristiques variées, qui feront que les touristes qui viendront au Bénin iront dans tous les coins du Bénin. Enfin, des pôles majeurs retenus pour ce fait. Donc, Ouida n'a rien à voir avec un choix de cœur, un choix non réfléchi. Ouida avait déjà des prérequis normaux pour accueillir ces festivités-là. Donc,
loin des critiques et interprétations passionnées. En tout cas, les critiques, c'est la chose la mieux partagée. Hein? Le pôle développement du tourisme, de la culture, il faut bien développer une politique, je dois dire, infrastructurelle. Alors, quel point fait-on au-delà de Ouida? Quel point fait-on des chantiers qui sont ouverts au Bénin depuis 2016? Vous savez, quand le président Patrice Talon prêtait serment en mai 2021, il disait, je vais le paraphraser, je ne veux pas le citer complètement, il disait que les mesures que en 2021-2026, que son gouvernement et lui allaient engager seront source de création de richesses et d'emplois. Il dit certes, elles paraissent nombreuses, mais Dieu sait que ces réalisations sont à notre portée et seront aisées. Et il dit également que, comptant sur le concours des Béninoises et Béninois, leur dévouement, de l'équipe gouvernementale et de tous les acteurs à divers niveaux, que ce sera une réalité. C'est pour ça que les divers chantiers ouverts, surtout dans le domaine touristique, du développement touristique, culturel et artistique, ont connu de grandes avancées. Quand on prend le projet de construction du musée musée Vaudon à Porte-Nouveau, sa construction est très avancée. Et nous sommes en 2025, qui est l'année d'ouverture de la destination touristique Bénin. Parce que la politique gouvernementale est de faire du Bénin une destination touristique phare du monde, pas de l'Afrique uniquement, du monde. Et quand on est à Abomey avec le Murad, le musée des rois et Amazon de Danjomé, quand on est à Niki avec la reine de la Garnie et la construction de la résidence du palais du roi, quand on est également à Cotonou avec le musée d'art contemporain et tout ce qui va avec l'aménagement de la place Amazon qu'on ne cite plus, on voit que c'est un ensemble d'actions mises en orchestre, mises en circuit pour maintenir le tourisme au Bénin. Parce que quand le tourisme ne reste pas suffisamment au Bénin, on ne capte pas suffisamment de ressources. Donc, ces actions que je vous ai citées ne sont que les actions phares du programme qui renforce et qui rend plus attractif notre territoire. Il y a l'aménagement de la cité balnéaire d'Avlekete. Il y a également l'aménagement de la cité de la station balnéaire de Apapa Eldorado. Il y a tellement de projets. C'est leur avenir qui nous inquiète, parce qu'ils sont tellement nombreux, ils sont tellement gigantesques qu'on se demande si en 2026, on sera en train de solder les comptes. C'est vrai, nous sommes à l'année de couronnement. D'ailleurs, ma nomination à ce poste justifie votre inquiétude. C'est votre inquiétude qui a fait que moi j'ai été nommé. Ah oui? C'est vos inquiétudes diverses. Vous me devez un grand merci alors. Je vous dois un merci. Puisque nous avons été nommés pour mettre la lumière sur tout ce qui se fait. Et ça fait un mois, quelques jours, que nous avons commencé par travailler. Nous sommes en train d'élaborer notre stratégie de communication. Nous sommes en train d'évaluer ce qui a été fait et nous sommes en train de mettre en branle un certain nombre de stratégies pour que d'ici à là, le Béninois lambda soit informé exactement de où est-ce que nous sommes, où est-ce qu'on avait projeté d'être et où est-ce que nous sommes, puisque nous sommes dans l'année de couronnement, l'année d'achèvement. Et Dieu sait que nous allons achever la majeure partie de ce qui a été enclenché comme dispositif, comme aménagement et comme projet. Positionner le Bénin culturel et touristique dans le monde appelle forcément une politique événementielle assez cohérente et rigoureuse. Vous avez commencé à citer un Porte-Nouveau pour les masques, Ouida pour les Vaudons, Grand Popo pour la fraternité, Novitia Niki pour sa culture des chevaux. Est-ce que l'État ne ferait pas bien d'appuyer justement ces initiatives existantes pour les faire prospérer davantage? Oui, l'État a bien vu juste tout autant que vous. Et je pense que vous n'êtes pas, en posant la question, vous n'êtes pas moins initié de la question. Puisque la DAC a lancé l'agent
l'Agence de développement des arts et de la culture, a lancé l'année dernière déjà un recensement des événements culturels majeurs sur notre pays, qu'ils soient majeurs ou non majeurs, même des projets qui sont pensés, portés par des individus, et sont autorisés à se faire recenser pour que, déjà au début de chaque année, l'agenda culturel de la destination Bénin soit disponible en ligne. Et tout ça numérisé, puisque nous sommes à l'ère du numérique, et il ne faudrait pas que c'est forcément quand on questionne telle direction de notre pays qu'on ait ces informations-là. Ces informations seront partagées avec le monde, puisque le Bénin s'ouvre au monde. Et cette année encore, la chose a été lancée. Et tout sera coordonné pour que d'ici la fin du premier trimestre de cette année, déjà, l'agenda culturel de la destination béninoise soit clair et disponible. Et c'est ça qui renforce ce que vous demandez, c'est quoi les rendez-vous majeurs événementiels. C'est quoi leur cohérence aussi? C'est quoi leur cohérence? Il ne faut pas un chevauchement de calendrier. Vous savez que le gouvernement du président Patrice Talon est très rigoureux sur ce qui est de la cohérence. Donc cohérence touristique, cohérence culturelle et cohérence artistique. Dans tout ça, c'est l'Atakora qui est absent, hein? L'enfant pauvre, je dois dire. Heureusement qu'il y a Djougou qui célèbre la Ghana, sinon cela fera un déséquilibre visible majeur dans la répartition des événements tout au long de l'année. Est-ce qu'il ne faut pas justement mobiliser les intellectuels à cet effet? J'ai vu qu'on a nommé des personnalités, mais pour le cas du Borgou, on espère que ça va donner quelque chose. Des personnalités lesquelles, par exemple? On a nommé, je dois dire, on a mis un comité sur place. Pour justement envisager... Vous voulez parler des grands pôles culturels? Non, mais il y a pour le Borgou, le Grand Borgou, et il y a pour les montagnes qui prend l'Atakora en compte. Donc ces pôles qui ont été institués, et on a nommé des personnes pour les conduire, sont institués exactement pour ces buts-là. Donc, vous savez, quand vous citez l'Atakora comme un grand absent, que diront les gens des collines? Vous voulez parler de l'affaire de Liam. Que diront les gens du Zou? Que diront les gens du Koufo, qui ne sont pas forcément... Oui, mais quand on dit Vaudou, déjà, les gens de Dassa, des collines, d'Abomey peuvent se retrouver. Ah oui, mais c'est célébré à Ouida. Oui. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas de Vaudou dans l'Atakora? Tout ce qui relève de notre patrimoine culturel est appelé, selon la loi, Vaudou actuellement. Donc, quand c'est cela, l'institution, le fait de consacrer par décret la célébration des religions endogènes le deuxième vendredi de l'année, du mois de janvier, règle déjà ce problème. Mais je pense que vous êtes en train d'aller beaucoup plus en profondeur pour dire est-ce que l'identité réelle de ces territoires-là ne sera pas mise en commerce à travers un événement majeur. Et je pense que d'ici à là, les gens de l'Atakora, avec le pôle culturel patrimonial des montagnes, vont proposer quelque chose au gouvernement, que le gouvernement va pouvoir analyser, enjoliver et mettre également sur le marché pour renforcer l'offre touristique et culturelle. Il en est de même pour tous les autres territoires qui auront des initiatives louables, nobles, de célébrer leur patrimoine, de célébrer l'histoire et la culture. Parce que le gouvernement ne demande que ça. La floraison d'événements touristiques qui vendent le patrimoine est chose fortement encouragée. Allez, deux mots sur le sport, hein, le tirage au sort pour les poules dans le cadre de la CAN Maroc 2025. Alors, vous avez vu un peu dans quel groupe se retrouve justement le Bénin, l'impression? Nous sommes dans le groupe D. Je pense que nous sommes dans le groupe qui nous pousse à travailler. Puisque Dieu sait que les Béninois sont des travailleurs. Et depuis, avant même le tirage, la construction des groupes, le Bénin se préparait déjà pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et cela constitue un terreau fertile, constitue un avantage majeur pour nous, pour que nous puissions gagner véritablement. Et non seulement ça, le chef de l'État a instruit personnellement et les équipes techniques à
aller s'enquérir le niveau de préparation de chaque joueur qui évolue à l'extérieur du Bénin dans les clubs professionnels. Ah oui, hein? Oui, déjà. Et cette semaine, déjà, l'équipe technique est déjà hâtée pour la mission et est déjà en mission. Et également, les joueurs locaux qui évoluent dans le championnat ici au Bénin, sont déjà, eux sont avec nous. Ils seront également rencontrés par une équipe technique qui est sur place. Et tout ça mise ensemble, l'équipe qui ira défendre les couleurs nationales, que ce soit ceux qui seront sur le banc, comme ceux qui seront titularisés, ils seront tous mis en condition pour que nous puissions rapporter le trophée au Bénin. Parce que vous avez dit remporter? Oui, nous allons remporter la CAN et amener le trophée au Bénin. D'accord. On va vous souhaiter beaucoup de chance. Hein. On va se souhaiter beaucoup de chance. Ah, mais puisque le football est ce sport qui donne une certaine passion générale à la population, le trophée viendra au Bénin. Ça a arraché un sourire à Candide. On verra bien ce que ça va donner. Des quotidiens annoncent une crise profonde au sein du comité exécutif de la Fédération béninoise. Je ne sais pas si vous êtes informé. Oui, vous savez, nous sommes au Bénin. Quand c'est vrai qu'on dit quand ça ne coille pas, ça ne brûle pas. Oui. Ça ne brûle pas. Donc, toute organisation humaine est sujette aux petites crises. Et les petites crises sont ce qui renforce le vivre ensemble, ce qui renforce la cohésion du groupe. Et je sais que le gouvernement a été alerté et a pris déjà la mesure des choses. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je vous dis, si c'est une crise liée à l'émotion, liée aux personnes, ce n'est pas des crises qu'il faut exposer sur des plateaux. Parce que tant qu'il y a un vivre ensemble, il y aura des heures, il y aura des chocs. Et des chocs, nous nous enrichissons et l'amour fraternel grandit après que les chocs et les heures soient réglés. Donc, permettez-moi de vous dire que la Fédération béninoise de football se porte bien. Elle se porte bien. Oui, il n'y a pas de crise majeure, il n'y a rien de technique ou de structurel qui serait en cours pour pouvoir déranger notre participation cohérente à la CAN 2025. Jonas Sarantan, ministre conseiller en charge de la culture, du tourisme et des sports, merci beaucoup. Merci. Du matin. Merci. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Voilà, je voudrais vous dire, M. Tanguy Agoyi, que en 2025, d'ici décembre 2025, que vous, sur ce plateau, vous me recevrez encore et je vous ferai le privilège de connaître l'aboutissement de nos projets. Bon, Actu Matin est là, justement, pour faire connaître ce qui se fait au Bénin et dans quel thème cela se fait. Merci encore une fois d'être passé. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin avec l'entretien avec notre ministre conseiller, Jonas Sarantan, qui parlait un peu des sujets majeurs au niveau donc du département culture, tourisme et sport. On va passer maintenant justement à l'actualité des sports. On commence ce matin les sports par une bonne nouvelle qui marque l'actualité sportive depuis hier au plan national. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour. Le Bénin qui est qualifié pour le tour suivant des playoffs de la prochaine édition de la Coupe Davis. Oui, c'est bien cela, Tanguy. Le Bénin est qualifié pour les matchs de barrage du premier groupe mondial, justement. Ceci après avoir éjecté la Lettonie de la course au cours des playoffs du groupe 2 mondial déroulé ce week-end à Cotonou durant 2 jours de compétition pour un total de 5 différentes confrontations entre le Bénin et la Lettonie, notamment 4 matchs de simple et 1 de double. L'écurie béninoise de tennis s'en sort vainqueur avec 3 victoires contre 2 pour la Lettonie. Il faut dire que les deux nations étaient à égalité de victoires par tour après les 4 premiers matchs. Tout ça est joué donc au dernier match, notamment celui de simple qui a vu Sylvestre Monou s'offrir la victoire au Bénin en 2-7 devant le Letton Daniel Tens 6-3, 6-4. Et là, ce sont les émotions de la qualification, justement après la qualification du Bénin pour le groupe 1
mondial, justement, les Guépards tennismen qui se réjouissent justement de la qualification, la fièvre justement de la victoire qui gagne justement les émotions, qui gagne le cœur des Béninois devant un public. Et là, c'est justement le match qui a donné la victoire au Bénin devant la Lettonie. Sylvestre Monou qui a pu offrir la victoire au Bénin en 2-7 devant le Letton Daniel Tens 6-3, 6-4. Une victoire qui qualifie directement le Bénin pour les matchs de barrage du premier groupe mondial prévu se tenir au mois d'août 2025. On va suivre ici les impressions à chaud du vétéran de l'équipe béninoise, bien entendu Alexis Clégou, quelques minutes après justement la qualification du Bénin. C'était sûr que ça allait être difficile. On n'était pas favoris, mais il ne l'était pas non plus. Je pense que c'était vraiment un 50-50. Donc c'est vraiment une super victoire. On confirme notre place dans le groupe 2. C'était les barrages de groupe 2. On confirme notre place dans le groupe 2 maintenant. Vraiment, c'est super. C'est-à-dire qu'on a vraiment, en équipe, on a été tous très forts. Et on y a cru plus qu'eux. On a cru plus en nous et c'est pour ça qu'on a gagné. Je pense que tout ça, ça booste les jeunes, vivre des expériences comme ça. C'est vraiment une expérience incroyable pour eux qui ne peut faire que les sublimer. Donc c'est vraiment super, ils vont continuer à progresser. Et je pense encore pouvoir aider l'équipe également. Et il faut continuer à se battre et on peut encore espérer mieux. Continuer à se battre et espérer justement mieux. Et ça sera justement en août prochain pour justement les matchs de barrage du groupe mondial. Un des matchs justement qui sont qualificatifs pour la grande messe du tennis mondial, justement la Coupe Davis. En conférence de presse, le capitaine de l'équipe béninoise est revenu sur ce qui a été la force de l'écurie du Bénin face à celle de la Lettonie et surtout la stratégie utilisée par les Béninois pour s'offrir cette victoire pour le tour suivant. On va suivre. Le Bénin a une équipe homogène. Vous voyez, ces joueurs-là, ils ont presque le même niveau, à part leur grand frère Alexis qui a un petit écart. Mais eux tous, ça s'avoisine. Surtout les trois premiers, c'est tous les meilleurs. Maintenant, contre l'équipe lettonne, nous avons juste distribué les cartes de façon à ce que, au moment opportun et important, qu'on ait celui qu'il faut pour faire la différence. Donc le double a été décisif. Le double a été un match très décisif parce que ça nous a permis en fin de matinée d'être devant. Et le match contre Strombach a été un match pour nous qui, nous savons que si on l'abordait avec sérénité et beaucoup de courage, on y arriverait. Mais nous avons notre carte qui était Monou, qui était là, qui pouvait faire la différence. Donc ce n'est que une façon plus intelligente et plus stratégique d'utiliser les joueurs et les hommes qu'on a à notre disposition. Avec l'aide de tout le monde. Allez Bénin! Voilà donc le Bénin qui est qualifié pour le tour suivant de ces playoffs de la prochaine édition de la Coupe Davis, justement avec 2 victoires en simple et une en double, justement avec l'équipe de double qui a joué hier en matinée. Voilà donc le Bénin qui est qualifié pour la prochaine étape de ces qualificatifs pour le rendez-vous de la Coupe Davis de 2025. D'une performance à une autre, l'équipe de l'ASPAC BBC du Bénin a terminé vainqueur de l'édition 2025 du tournoi de basketball Louis Edem Foundation samedi dernier au Nigeria. Il s'agit justement d'un tournoi de pré-saison qui a réuni les équipes de plusieurs pays de la sous-région Tanguy, dont 3 du Bénin dans les 2 différentes catégories, justement catégories hommes comme dames. Il s'agit d'un tournoi de pré-saison qui a réuni les équipes de plusieurs pays de la sous-région, dont 3 du Bénin, dans les 2 catégories que vous citiez précédemment. Oui. Après plusieurs jours de compétition, l'équipe des portuaires de l'ASPAC s'est adjugé le trophée au terme d'une finale électrique qui est allée au-delà du temps réglementaire. On va proposer ici quelques instants majeurs de cette compétition. Après s'être montré robuste en demi-finale, 70-33 contre Police Baston, l'ASPAC BBC termine en beauté le tournoi de basketball Louis Edem Foundation au Nigeria. En finale, les portuaires de l'ASPAC habillés en blanc défient les Nigériens de River Hoopers pour le Graal de cette édition 2025.
Une affiche assez relevée qui voit les bleus et noirs dominer les débats au thème des 3 premiers quarts temps 58-41. Avec un regard de 17 points, les hommes de l'Aspark BBC se remobilisent. Ils parviennent à remettre les pendules à l'heure au thème du 4e quart-temps, 64-64 pour s'offrir le luxe de disputer les prolongations. C'est ici où chaque panier compte à chaque seconde que l'Aspark BBC, revenu d'un léger sommeil, va faire preuve d'une belle résilience jusqu'au coup de sifflet final. Un long mano à mano qui verra finalement l'équipe béninoise s'imposer avec 3 points d'écart au thème de la rencontre. Aspark BBC termine ainsi vainqueur de la compétition chez les hommes avec une difficile victoire au bout d'un score de 80-77. Voilà donc le résumé de cette finale qui a opposé l'équipe de l'Aspark BBC du Bénin à Hoopers River, bien entendu, du Nigeria, un tournoi justement remporté par l'écurie béninoise du football, du basketball, pardon. On s'intéresse maintenant au football. La Ligue 3 masculine du Bénin a abordé ce week-end sa 7e journée dans la poule A. Au total 4, dans la poule B justement, au total 4 matchs ont été joués. La JSV a eu à partager les points avec l'équipe justement de Abisport au bout d'un score de 2 buts partout. Victoire de Tambou devant ses fesses, 2 buts à 1. Jefa FC a pris le meilleur sur l'équipe de la jeunesse athlétique de Misrété par un score de 3 buts à 2. Talon a été contraint au partage de points par Union VFC à domicile, 1 but partout. Et puis Ewedje FC a battu à Sauce par un score de 2 buts à 1. Pendant ce temps, ce week-end, on jouait la 6e journée dans la deuxième groupe et puis dans le deuxième groupe, pardon, dans la deuxième poule. Et dans ce cadre, l'équipe de l'AS-JFA a disposé de Gomindo FC par un score de 2 buts à 0 en déplacement. Abassila l'AS Okuta de Malanville s'est imposé à Soleil FC par un score de 2 buts à 1. Score nul et vierge pour le match qui a opposé l'équipe de l'US Baboni à l'AS Sauta. Et puis Énergie FC s'est imposé par un score d'1 but à 0 à la jeunesse sportive d'Agoni. Et dans cette poule, le classement est dominé par l'équipe d'Énergie FC qui compte désormais 12 points au compteur, un goal différentiel de plus 4. L'équipe de l'AS JFA est deuxième de la poule avec 11 points et un goal différentiel de plus 3. L'AS Sauta, Soleil FC et l'AS Okuta sont respectivement positionnés 3e, 4e et 5e de la poule avec 9 points au compteur, 6 points pour l'équipe de l'US Baboni qui se pointe justement à la 6e place. Comido FC qui est avant-dernier avec 5 points et puis la jeunesse sportive d'Agoni qui vient en dernière position avec seulement 2 points au compteur après 6 différents matchs disputés. Chez les dames, la 8e journée de la première division féminine était au programme ce week-end. Justement, 5 matchs ont été joués dans la poule A. L'équipe de CFS s'est imposée par un score de 3 buts à 0 à Aigle Royal. Score nul et vierge entre Espoir FC de Cotonou et Sam Deli. Même score entre Dynamique FC d'Abouin-Calavi et Ainovi FC de Cotonou. L'AS UMSA s'est incliné à domicile sur un score d'un but contre 2 devant l'équipe de Nadia Football Club qui domine toujours les débats au classement. Tambo FC d'Adjara s'est imposé par un score d'un but à 0 à l'équipe de Asaba Football Academy. Le classement justement dans la poule A est dominé par Nadia Football Club, je l'annonçais tantôt, avec 19 points au compteur, un goal différentiel de plus 9. Sam Nelly vient en deuxième position avec 18 points au compteur, un goal différentiel de plus 7. Tambo FC d'Adjara est positionné 3e au classement avec 13 points au compteur, un goal différentiel de plus 3. Dynamique FC d'Abouin-Calavi est positionné 4e au classement avec aussi 13 points au compteur. Et l'équipe de Ainovi Football Club, justement, équipe championne en titre du Bénin, est positionnée 5e au classement avec 11 points au compteur, autant de points au compteur pour Asaba Football Academy qui vient en 6e position. Espoir FC de Cotonou est 7e au classement avec 10 points au compteur, 8 points au compteur pour Cefos qui vient en 8e position. En 9e position, la UMSA et puis la Lanterne Rouge est gardée par l'équipe de l'Aigle Royal avec seulement 4 points au compteur
après 8 différentes journées. Dans la poule B, 4 différents matchs étaient au programme ce week-end dans le cadre de la 6e journée. AS GFA s'est imposé par un score de 2-1 à Elite AC de Parakou. 2-0 pour la victoire de l'AS Lyon devant l'équipe de Vigueur FC de Lokossa. L'AS Gamian s'est imposé par un score de 3-0 à l'AS Leader de Parakou. Et puis défaite 0-2 devant l'équipe de Léopard Omnisport pour l'équipe de FAL FC de Boycon. Le classement est dominé par Léopard Omnisport d'Aboumé qui totalise 15 points au compteur après. Donc 6 différentes journées. L'équipe de l'AS Kami est positionnée 2e au classement avec 12 points au compteur. FAL FC de Boycon 3e au classement avec 8 points au compteur. Autant de points au compteur pour Elite AC de Parakou. L'AS Leader de Parakou aussi qui viennent respectivement 4e et 5e position. L'AS JFA est positionné 6e au classement avec 7 points au compteur, 4 points au compteur pour l'AS Lyon de Bantek qui vient en 7e position. Et puis Vigueur FC de Lokossa tient la lanterne rouge avec 3 points au compteur après 6 différents matchs joués. Tanguy. On va finir par le handball. Oui. On y va avec ce 29e championnat du monde de l'IHF qui a connu son épilogue hier dimanche. Le Danemark qui s'offre une nouvelle fois le Graal à la fin. Oui, cette fois-ci face à l'équipe de la Croatie en finale. Les Danois, après avoir enchaîné avec de belles performances depuis le début de la compétition, sont venus à une belle conclusion hier dimanche à l'occasion de la finale. En finale justement face aux Croates, ils ont une nouvelle fois essuyé une adversité redoutable avant de finir à nouveau sur le toit du monde de handball. Au terme de match âprement disputé, ils s'imposent par un score de 32-26 pour s'offrir le 5e trophée d'affilée dans la compétition depuis 2019. Bien avant, la France s'est offert le bronze de ce 29e championnat du monde masculin de l'IHF devant l'équipe du Portugal. Dans la petite finale, justement, les Bleus se sont imposés par un score de 35-34 et justement avec seulement un point d'écart. Ils s'offrent ainsi leur 13e médaille dans la compétition. Allez, on va s'arrêter ici ce matin. Ce sera tout. Ouais. Merci beaucoup, Candide Roureton, pour le tour d'horizon de l'actualité ce matin sur Canal 3 Bénin. L'émission s'appelle Actu Matin. Encore une fois, merci, bonne journée. On prend rendez-vous à 21h oui, pour le grand format. La grande édition. Qu'est-ce qu'il y aura au menu? D'abord, on recevra le sélectionneur des Guépards du Bénin Ganotro qui va se prononcer sur le tirage des Guépards. Et puis après, on recevra le président de l'équipe des Requins de l'Atlantique sur la situation autour de cette équipe. On a vu la FIFA qui avait interdit le recrutement à ce club il y a de cela quelques semaines en arrière. Et il y a quelques jours encore, la FIFA insiste justement sur cette suspension du club une situation qui intervient à suite à la résiliation du contrat avec l'ancien entraîneur, le technicien camerounais Francis Ngoumou, dont le contrat a été résilié. La FIFA avait instruit le club des Requins de l'Atlantique de payer une amende à cet entraîneur-là, ce que le club des Requins de l'Atlantique n'a pas pu faire avant la date justement, le délai justement imparti au club. Et on recevra le président du club ce soir pour discuter de tout cela, comprendre un peu la situation, de quoi est-ce que cela retourne justement. Il y aura également d'autres rendez-vous, prenez le rendez-vous. On parlera aussi de cette belle qualification des tennismen béninois hier pour le groupe 1 mondial des playoffs pour justement cette prestigieuse compétition qu'est la Coupe Davis, qui est justement au tennis, justement les éliminatoires de la Coupe du Monde, l'équivalent au football. Ah ben, menu riche et prometteur. Bonne journée. Merci et à demain. Mesdames et messieurs, on va faire la transition rapidement et on va recevoir notre deuxième invité ce matin. Que tout à l'heure lors de nos débats, on va évoquer le contenu de la sortie médiatique de Adrien Ngwedi hier. C'était à une occasion assez singulière. Les journaux l'ont relayé ce matin. Qu'a-t-il dit? On reviendra là-dessus. Et quelle analyse ferait-on? On donnera la parole au débatteur. Mais avant, on aura déjà suivi le commentaire de Franck Kaonou qui s'intéresse un peu à ce qui se passe au sein des partis politiques. Il y a une
guerre de leadership. Là-bas, nous note le commentateur. Ce matin, il va passer son test qui va planter le décor pour le tout premier sujet de nos discussions ce matin. Mais avant cela, voici notre deuxième invité, Gildas Lantokmodé, animateur de médias de profession, promoteur culturel par passion. Il est là sur notre plateau pour nous parler d'un programme média. Gildas Lantokmodé, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Vous êtes là pour qu'on évoque ensemble le contenu d'un nouveau programme média sur Canal 3 à Bénin précisément. Il s'agit d'un rendez-vous commercial à midi, c'est bien cela. Absolument. Et le nom retenu, c'est le plein midi. Le plein midi. De quoi est-ce qu'il s'agit? Le plein midi, c'est un rendez-vous que nous prenons désormais sur la télévision Canal 3, tous les jours, mercredi, jeudi et vendredi, 3 fois par semaine, entre 12h et 12h30. Et c'est une émission de culture, de divertissement, une émission où on va parler d'actualité et surtout, à travers cette émission, présenter quelques exclusivités, un canal d'expression, un canal de promotion des activités, des articles et autres. On a connu ce genre d'émission de rendez-vous par le passé, précisément sur Canal 3 à Bénin. En quoi est-ce que ce que vous proposez est vraiment singulier et différent de tout ce que nous avons connu jusque-là? Oui, c'est vrai, on vient avec beaucoup de particularités. Donc, non seulement je viens avec toute une équipe pour animer le plateau, donc en 30 minutes, nous on vient nous amuser, on part. C'est comme ça, on a défini généralement le contenu de l'émission avec Business Revolution qui va parler de tout ce qui concerne les activités, que ce soit ce qui se passe aujourd'hui sur le net à travers l'e-commerce, à travers des initiatives de jeunes, l'agro-business et autres. Et il y aura parfois du karaoké qu'on va ouvrir sur le plateau. Il y aura live, il y aura du live, il y aura... ah oui, sur le plateau. Les vendredis, il y aura du live sur le plateau. Et il y a de façon générale ambiance plateau, on va mettre de l'ambiance sur le plateau, nous divertir véritablement et ce sera dans une ambiance bon enfant que non seulement les informations vont passer et également tout ce qui concerne la promotion des artistes également que nous allons faire à travers cette émission. Oui, il faut dire que ce rendez-vous par le passé n'a pas prospéré au regard du contexte difficile pour les opérateurs économiques, et les commerçants et autres entreprises qui sont, ma foi, votre première cible. En réalité, les acteurs culturels aussi, absolument, les promoteurs culturels. Et vous le savez, vous êtes un acteur culturel, promoteur culturel, que le contexte notamment a fait que les acteurs se plaignent depuis bien longtemps. Quand on a décrit un peu ce contexte-là, est-ce que vous êtes sûr de prospérer là? Non, il n'y a pas de doute à notre avis, à notre niveau, parce que nous sommes venus tout un concept, nous sommes venus déjà très bien préparés. N'oubliez pas, nous avons, sans fausse modestie, notre expérience dans le secteur, surtout en matière de culture. Donc aujourd'hui, il faut aller à une autre forme de télévision, surtout lorsque nous avons un programme de divertissement. Donc c'est un peu cela. Nous allons avoir une présence également au-delà de tout ce qui concerne le côté classique du média, de la télévision d'aujourd'hui. Nous serons également présents sur le net à travers tout ce qu'il y a comme relais. Nous avons également là, comme contenu interchanger avec les véritables acteurs du net, les amener dans le monde de la télévision, de la réalité de la télévision traditionnelle. Et vous avez supposé cette problématique qui est réelle. Donc, à travers cette émission, si un promoteur ou quelqu'un vient positionner son produit et a le retour systématique, je pense que ça va encourager cette personne à continuer avec nous. Ça va encourager également d'autres personnes à venir adhérer à notre cause et puis à saisir cette tranche pour communiquer. On va revenir sur le contenu. Est-ce que c'est le même de mercredi à vendredi ou les jours ont leur contenu spécifique? Chaque jour a son contenu. Il y a des contenus qui sont disponibles tous les jours. Quand vous prenez par exemple mercredi, nous avons la Mimi, que je dévoile déjà. La Mimi, on est en mi-semaine de travail. Mercredi, on est à la mi-journée, donc Mimi. Donc on fait déjà le point de l'actualité, de tout ce qui a bougé déjà le week-end, parce que nous on finit vendredi. Donc quand on n'était pas là, qu'est-ce qui s'est passé vendredi jusqu'à mardi? Ça, c'est seulement réservé au mercredi. Donc, quand vous prenez, par exemple, une journée comme le vendredi, où il y a vraiment, ça bouge sur le plateau, avec bien entendu nos envoyés spéciaux qui vont sur le terrain, qui font des descentes, et dire également que c'est une émission qui va créer beaucoup plus la proximité. Vous savez, il y a des bonnes dames pour elles. La télé, c'est tout un mythe. C'est quasi impossible, c'est beaucoup d'argent, donc beaucoup d'histoires. On sera très proche de la population de façon générale. Il y a également
ce côté où nous irons vers les Béninois de l'extérieur, les Africains de la diaspora, espace diaspora, qui nous permet d'avoir des nouvelles de certaines personnes qui bizarrement ont disparu, dont on n'entend plus parler, entre-temps qui faisaient vraiment l'actualité, que ce soit au plan culturel ou bien dans la vie de façon générale, qui aujourd'hui, pour des raisons ou d'autres, ou bien pour joindre les deux bouts, se sont positionnés quelque part au-delà de nos frontières, qui vivent bien. Nous aurons de leurs nouvelles à travers cette émission, surtout. Et donc vous allez creuser, vous allez beaucoup fouiller alors absolument, pour nous apporter dire qu'il y a de la matière, qu'il y a vraiment de la matière. Et ça commence quand? Mercredi, ça commence. Mercredi prochain déjà. Après-demain. On a déjà une idée du menu? Oui, bien sûr. Mercredi, il y aura quelques invités que nous allons recevoir. D'abord, c'est le premier numéro. Demain, on ne va pas faire un truc, on vient d'arriver, donc on démarre en force. Ne cassez pas le plateau. Hein. Oui, on va juste louer un temps soit peu votre plateau et puis vous allez chaque fois venir le retrouver. Parce que le plateau, il est important pour nous. En pleine forme. Est-ce qu'on aura votre visage, un visage féminin ou bien comment est-ce que ça va se passer? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Oui, je serai à la principale pour l'émission. Il y aura donc des chroniqueurs, des chroniqueuses qui vont m'accompagner sur le plateau. Et mon souhait, c'est qu'à un moment donné, qu'il y ait une continuité, et que même quand je ne suis pas là, que cette émission puisse continuer avec, bien entendu, le relais assuré par d'autres jeunes, d'autres personnes, pour continuer l'ambiance. La question qu'on se pose rarement quand on veut positionner en tout cas des contenus médias, c'est qu'est-ce que les citoyens ou les téléspectateurs lambda peuvent aller chercher sur ce rendez-vous. Là maintenant, vous vous intéressez, ma foi, aux acteurs culturels, aux acteurs économiques, les potentiels annonceurs, etc. Mais le monsieur conducteur de Zem qui a acheté sa télé avec beaucoup de sueur et de souffrance, quand il doit s'asseoir à 12h30 ou à midi, qu'est-ce qu'il va tirer du programme que vous le proposez? Il y aura quelque chose de très important. Aujourd'hui, quand on a sa télévision et quand on aime, je suppose, la musique par exemple, et quand vous regardez la diffusion des clips, tout et tout, vous avez envie parfois d'avoir des informations sur ces artistes. Est-ce que juste en diffusant, est-ce que nous avons toutes les informations? Donc les artistes seront sur ce plateau, avec nous, ce plateau de Plein de Midi avec nous, et pour partager ne serait-ce leur expérience, leur parcours de vive voix. Nous allons les écouter, c'est beaucoup de choses, il y aura des acteurs culturels, quand on parle de la culture de façon générale, nous irons dans les religions endogènes et tout, donc pour avoir des notions à travers des notions de vie, qu'est-ce que le Fa par exemple, vous voyez un peu comment s'assumer soi-même dans la vie, dans la société, comment s'accrocher à sa culture pour réussir dans la vie de façon générale. Il y aura des trucs et astuces que nous allons développer. Donc, beaucoup de personnes vont se retrouver non seulement dans le contenu, mais vont apprendre à travers cette émission. Ça va transformer beaucoup de vies. Est-ce que, quand je vous écoute, j'ai l'impression que ça va être un melting pot? Est-ce que ce n'est pas un mélange de tout? Oui, je peux assumer pour dire oui, que ça va paraître un mélange de tout, parce qu'il faut quand même un peu de tout dans la vie, pour convaincre, pour intéresser les gens, mais ce ne serait pas en même temps, ce ne serait pas du coq à l'âne, ce ne sera pas un fourre-tout, ce sera bien filtré, tamisé. Nous irons sur beaucoup de terrain, sur beaucoup de sujets, et nous allons faire la promotion de la destination Bénin à travers cette émission. Les gens ont envie surtout de s'amuser. Et Dieu sait aussi que sur Canal 3 Bénin, les émissions pour s'amuser, c'est bien rare. 30 minutes sur 3 jours, est-ce que ce sera vraiment suffisant pour aider les gens à s'amuser? Il faudrait déjà qu'on commence quelque part. Donc 30 minutes sur 3 jours pour s'amuser, pour vraiment informer aussi. Donc, on va démarrer avec ça, et c'est sûr, parce que vous savez, il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Il y avait beaucoup d'émissions de divertissement, beaucoup de programmes. À un moment donné, nous avons constaté que les gens avaient besoin de plus de sérieux parce que la situation économique, tout et tout, donc l'heure n'était pas au divertissement. Donc, il faut revenir pour créer non seulement ce contenu sur la télévision, mais également satisfaire les attentes des populations, des téléspectateurs. Moi, je vais vous dire surtout bonne chance et du courage. Merci beaucoup, Tom. Merci d'être passé sur Actu Matin. C'est un plaisir. Merci. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses déjà passées sur Actu Matin ce matin. Je vous propose qu'on souffle un peu. Vous l'attendiez, elle est enfin là. La Béninoise, votre bière, est désormais en canette format 33 centilitres. Avec la Béninoise en canette, vivez vos moments à 100%. Un goût authentique, un esprit jeune et une fraîcheur garantie dans chaque gorgée. La Béninoise en canette, c'est le format parfait pour savourer la tradition et le goût d'ici.
béninoise, toujours un esprit jeune. Maintenant en canette de 33 centilitres, disponible dans tous vos points de vente. À consommer avec modération. Qualité Sobebra. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Le Gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée au salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas. Monsieur le Président, motion de procédure. Oui, nous devons, voilà.
Nous voici pour entamer la dernière ligne droite d'Actu Matin. Vous aurez tout allait très bien, la revue de presse à la fin de cette émission. Mais avant cela, notre plateau de discussion, ça va commencer avec le commentaire de Franck Aounou. Franck, bonjour. Bonjour, Tanguy. Vous nous parlez de guerre de leadership dans le cadre justement des élections générales de 2022. Si ça bouillonne au sein des partis politiques, dites-vous, après l'affaire Boko Khomeki qui vient de livrer son verdict, faisons une immersion donc dans ces formations politiques pour parler de la guerre de leadership. C'est votre proposition ce matin. Pensez-vous que cela est d'actualité vraiment dans les partis politiques au Bénin? Bien sûr que la guerre de leadership, Tanguy, est présente et c'est d'actualité dans les partis politiques. J'allais dire même que c'est omniprésent dans les formations politiques de notre pays, tous autant qu'ils sont de la mouvance à l'opposition. Aucun parti politique n'y échappe. D'ailleurs, c'est inhérent à toute organisation humaine que vous mettez en place et cela relève de la vitalité parfois de la dynamique qui caractérise l'activité politique. Parcourez le monde entier, des États-Unis en Allemagne, en passant par l'Espagne, les pays africains dans leur entièreté, la guerre de leadership reste une question essentielle et une équation à laquelle font face les chapelles politiques. Seulement, elle varie d'un milieu à un autre et peut prendre différentes formes allant de rivalité ouverte à des stratégies plus subtiles de manipulation ou de déstabilisation. Le leadership en politique se justifie bien dans la mesure où il est l'expression des ambitions personnelles marquées par le désir d'évoluer, de changer de position, d'avoir plus de pouvoir, de prestige et de reconnaissance et donc créer la compétition politique en interne. La guerre de leadership peut se justifier également par les divergences idéologiques. Il y a également l'existence d'intérêts claniques dont la défense peut entraîner des affrontements. En faisant une lecture croisée de toutes les formes que peut prendre la guerre de leadership, tous les partis politiques du Bénin se retrouvent dans ce schéma. Depuis les années 90, on a assisté à l'implosion de certains partis à la suite de difficultés de collaboration, soit entre les responsables du parti, soit entre les membres et les responsables du parti. Et d'autres partis naissent à l'aune de ces divergences. On a assisté à de telles manœuvres jusqu'à l'avènement, disons, de la réforme du système partisan qui veut justement qu'il y ait de grands ensembles afin d'éviter la prolifération tous azimuts des formations politiques. Mais à la vérité, il existe une guerre couvée de leadership dans chacun de ces partis et qui est pour le moment contenue et gérée grâce à ce que j'appelle la sagacité du chef de l'État qui a voulu du système partisan et qui se donne les moyens nécessaires pour y arriver. C'est ce qui explique que par moment on entend qu'à l'Union progressiste, le renouveau ou encore au BR, qu'il y a des soucis, mais qui ne branlent pas forcément la cohésion du groupe. C'est pareil pour le parti Les Démocrates qui, contrairement à ce qu'on pense, traverse aussi des moments de crise interne dus par exemple au manque de confiance, à des frustrations justifiées ou non, et même à certaines décisions prises par le président, des décisions qui ne font pas forcément l'unanimité. Par exemple, certains membres n'ont jamais digéré le fait que Boni Yayi en vienne à diriger le parti au moment où tout est conçu, alors même qu'au pire moment de galère, il n'était vraiment pas là pour les soutenir. Le même procès est fait à Djogbenou, Biotchane, sous une autre forme. Moël Bénin, la Renaissance nationale ou les autres partis qui gravitent autour des LD connaissent presque les mêmes situations. La guerre de leadership dans les partis politiques est un détail très complexe, très important dans la survie de ces formations politiques et plus encore aujourd'hui où les grands blocs sont un conglomérat d'anciennes formations qui avaient chacune leur mode de fonctionnement, leur réalité, leur mode de gestion. Cela augmente les risques de susceptibilité, de subtilité, assez de sensibilité. Il faut une gestion rigoureuse, mais qui appelle à la fois ouverture, fermeté et diplomatie, Tanguy. Justement, parlons de la gestion des partis politiques avec ces guerres de leadership. On sait que, par exemple, pour le parti les démocrates, Boni Yayi, avec son aura, parvient à maintenir les siens pour l'objectif de 2026 au niveau des partis de la mouvance. Comment tout cela va-t-il se gérer, surtout qu'un certain Olivier Boko n'est plus vraiment libre de ses mouvements et n'a a priori plus d'impact sur le jeu, alors même qu'on connaît son influence avant sur la troupe mouvance. Oui, il n'y a pas, à mon avis, de magie à faire. Ce que Olivier Boko faisait si bien et qui rendait, avouons-le, un grand service au système, c'était une délégation de pouvoir et rien de plus. C'est le chef de l'État
qui, au regard de la confiance qu'il avait en lui, a bien voulu lui concéder ce pan de sa gestion. Il assurait visiblement bien, puisque selon les confidences, la plupart des politiques lui faisaient allégeance et constituait un bon couloir par lequel le chef gratifiait ses soutiens. Maintenant que les choses semblent ne plus trop fonctionner entre eux, il reprend la main et il va désormais gérer par lui-même les affaires de ses partis, de ses partisans. Il est vrai qu'il est un peu regrettable que cette bruit survienne à un moment comme celui-là, où en principe l'heure devrait être à la capitalisation des acquis de la gouvernance et à la préparation de la grande bataille de 2026, mais qu'à cela ne tienne, Talon trouvera les moyens de combler le vide que laisse son ancien ami devenu avec cette affaire de complot contre la sûreté de l'État, persona non grata. Dans tous les cas, il a démontré qu'il connaît les acteurs politiques béninois. Il trouvera la thérapie pour continuer par les gérer directement lui-même jusqu'à l'atterrissage en 2026. Il est évident qu'il n'offrira plus sa confiance à quelqu'un de sitôt avec ce coup qu'il a subi de son frère et ami Olivier Bokor. Cependant, la question de guerre de leadership constituera l'un des plus gros problèmes que Talon aura à gérer le restant de son mandat. Elle sera davantage prononcée lorsqu'on sera proche des élections générales et de la présidentielle à venir. Et si elle n'est pas bien gérée et bien cernée, elle provoquera un blocage des réformes politiques et peut même empêcher la mise en œuvre de certaines politiques publiques de façon efficiente, ce que ne voudrait pas Patrice Talon. La guerre de leadership au sein des partis politiques de la mouvance ou de tout autre parti politique d'ailleurs peut entraîner une série de conséquences tant pour le parti lui-même que pour le paysage politique dans son ensemble. Donc, avec l'actuelle position d'Olivier Bokor qui se chargeait de ces questions dans le système où il faut rebattre les cartes, lui, il avait sa méthode de gérer les partisans. Talon peut peaufiner d'autres stratégies car son groupe, il y en a qui restent de souches qui sont obées avec qui Talon est obligé de composer. Je pense et j'estime que dans un tel contexte, le chef de l'État doit pouvoir trouver de nouvelles solutions pour gérer les conflits de manière constructive et efficiente. Voilà, Tanguy. Merci beaucoup, Franck Aounou. William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Loris, bonjour. Bonjour, Tanguy. Mesdames et messieurs, voici nos débats. Guerre de leadership actuellement dans les partis politiques. En tout cas, c'est la perception et l'analyse de Franck Aounou. Gaba, vous avez l'impression aussi qu'il y a une guerre qui sera ouverte ou qui est ouverte? La guerre ouverte, la guerre est lancée. Et la guerre restera jusqu'à ce que peut-être le grand chef siffle la fin de la récréation. Et là, je veux bien voir comment la fin de cette récréation sera sifflée. Je me prends juste pour exemple, déjà, on sait qu'il y a les partis siamois qui sont carrément beaucoup plus l'icône ou la vitrine de la mouvance aujourd'hui, même s'il y a des partis de la mouvance satellite qui se revendiquent aussi de la mouvance et qui cherchent aussi leur place parce que jusqu'à présent, la guerre au Dauphinat est lancée. Et quand je regarde de loin ce mouvement qui a été drainé, qui a drainé du monde et d'abord qui a été insufflé, disons bien arrangé et aujourd'hui qui a commencé comme un serpent de mer qui a commencé par drainer ses tentacules un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Je vais parler du mouvement OB26 dont le président a dit au tribunal qu'il ne se reconnaît pas dedans et que cela n'engage que ceux qui le font. Bon, une bonne ironie que j'aime bien, mais on a vu ce mouvement qui se réclame aussi de la mouvance présidentielle, qui se réclame, disons, héritier des acquis de la rupture. Ce mouvement, à un moment donné, a commencé beaucoup plus par s'installer, à beaucoup plus donner du pouvoir. Aujourd'hui, celui qui était beaucoup plus, ce qui était pressenti être porteur de ce mouvement, je ne vais pas répéter sa phrase au tribunal, mais celui-là aujourd'hui se retrouve dans une posture où on se demande qu'est-ce qui va se passer maintenant, puisque dans la plupart de ceux-là qu'on voit au sein du mouvement OB26, ce sont des gens qui sont au sein de la mouvance présidentielle, qui sont au sein de la mouvance aujourd'hui,
quel sera leur sort? Est-ce qu'ils vont simplement courber l'échine, revenir à la case départ, se mettre sous soit les deux partis siamois ou les partis satellites et faire les enfants dociles de la maison? À quel prix est-ce qu'ils seront, à quel prix vont-ils le faire? Parce que, est-ce qu'on va les accepter comme juste des enfants qui se reviennent à la case et qui redeviennent dociles, ou on va se dire, vous avez voulu faire la têtue et vous allez subir justement votre entêtement? Est-ce que cela va se passer? Ça, c'est des questions qu'on se pose. De l'autre côté, est-ce que ça ne crée pas aussi une sorte de dissension? Est-ce que ce n'est pas une dissension annoncée au sein de la mouvance présidentielle? Parce que ça, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Le clan Kérékou et tous ceux qui ont lévité autour du clan Kérékou seraient encore en vie, que l'UBF serait toujours là. Le clan Soglo serait encore au pouvoir et tous ceux qui ont lévité autour du clan Soglo seraient encore là aujourd'hui, seraient encore au pouvoir aujourd'hui, que nous verrons encore la renaissance du Bénin avec les Rois toujours en toute puissance, et le clan Yaïboni et tous ceux qui ont lévité autour du clan Yaïboni seraient encore au pouvoir aujourd'hui, que nous verrons encore la FCB très puissante avec toute sa ferveur. Mais aujourd'hui, c'est plutôt les partis siamois qui sont à l'épreuve. C'est OB26 qui est à l'épreuve. C'est les autres partis satellites qui se réclament de la mouvance qui sont à l'épreuve. Donc je pense qu'effectivement, il y a guerre de leadership en Socé, puisque jusqu'à présent, le chef n'a jamais encore rien dit. Nous sommes à peine à un an des consultations électorales, et la guerre au Dauphinat, elle est ouverte, ça, on peut le dire. William. La guerre de leadership sur le plateau. La démonstration très animée, très inspirée de l'Oriche m'a fait perdre mes pédales. Oui, William. Vous savez, est-ce qu'il y a vraiment guerre de leadership? La réforme du système partisan a connu son expérimentation en 2019. Ensuite, après le code électoral de 2018, ensuite en 2020, puis en 2021, avant 2023. Je viens de citer 4 rendez-vous électoraux, dont 2 législatives, une présidentielle et des élections communales. Tous les rendez-vous électoraux que nous avons dans notre système démocratique béninois. Donc, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil que nous aurions à voir de cette réforme du système partisan à l'heure actuelle. Mais, qu'à cela ne tienne, vous savez que les gens ont été verrouillés davantage les choses. Les gens ont fait camper, ils ont relevé les standards, disent-ils, pour une meilleure moralisation, croit-il, de la vie politique. Et c'est la nouvelle donne, une donne progressiste, une donne qui avance dans ces choses que nous avons connues sur le système électoral béninois. Ça, c'est un premier point de mon analyse. L'autre point de mon analyse, c'est que les tumultes qui naissent dans le camp présidentiel, dans la galaxie Talon, viennent d'un problème entre Olivier Bokor et Patrice Talon. Et à ce que je sache, ce n'est pas une alliance qui a amené Patrice Talon au pouvoir pour 2021. Il ne doit son pouvoir à personne. Olivier Bokor, c'est Patrice Talon, dira-t-il lui-même en prétoire devant le procureur spécial. Ce qui fait que ce n'est pas un parti politique aujourd'hui qui dira officiellement « je me désolidarise de Patrice Talon parce que je suis venu à Patrice Talon par Olivier Bokor ». Donc, quand j'analyse de ce fait, ce sont des secousses sismiques à l'intérieur de l'appareil Talon en lui-même. Ce n'est pas comme une alliance au pouvoir d'un parti, pas un peu comme Horizon d'Édouard Philippe avec Emmanuel Macron. Ce n'est pas la même chose. Quand je vois ces cas de figure, et surtout que je ne résume pas la très grande république et souveraine du Bénin à des amitiés,
quand je vois les choses de la sorte, je dis a priori, il ne devrait rien se passer. Tout devrait rouler dessous. Ceux qui nous ont prêché l'évangile d'un système partisan davantage fort devraient se préparer à nous montrer combien ils ont la capacité de rempiler ou de faire davantage de l'espace pour eux-mêmes et pour leur formation politique sur l'échiquier. Mais dommage, tout ça est trop philosophiquement beau pour arriver. On se prépare à des jours davantage tumultueux. Est-ce que ce sera une guerre de leadership? Je ne pense pas. Mais chacun voudra sauver sa tête. Chacun voudra se mettre sous le parapluie le plus large, le plus résistant au vent, parce que vent, il y en aura. C'est au cours de cette année 2025 qu'il faudra connaître les parrains des futurs candidats à la présidentielle de 2026. C'est au cours de cette année que nous aurons les listes de positionnement pour les législatives. On fera même la campagne des législatives prochaines et des communales prochaines au cours de l'année 2025. Et pour ça, chacun voudra sauver sa tête. Pour beaucoup, Boko est un secours financier. Pour beaucoup, Boko est un intermédiaire entre eux et Patrice Talon. Beaucoup doivent leur poste de député, leur poste de maire, même de ministre à Boko, à Olivier Boko. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que Talon a la possibilité de se débarrasser de tous les obéistes, comme on les appelle depuis, c'est un néologisme né depuis septembre dernier? Est-ce que le camp Boko, en le rayant du camp Talon, est-ce qu'on ne va pas vider, sinon de moitié, sinon du quart, sinon du tiers, sinon du 2/3, la galaxie Talon? Ce sont des interrogations qui demeurent. Pour moi, ce n'est pas des guerres de leadership, mais c'est l'agonie pour la survie. On bat des ailes pour trouver le moyen de résister au vent, parce que tempête, parce que ouragan, il y en a. Je pense que si cette guerre de leadership existait vraiment, c'est qu'elle a peur de s'exprimer. Elle a peur de se donner une visibilité, voyez-vous. Nous sommes qu'à quelques mois, William l'a rappelé, du dépôt des dossiers pour les différentes élections, mais on a le sentiment qu'à l'intérieur des partis politiques, il y a un silence. On ne se prononce presque pas, n'est-ce pas? On a même peur de le dire. Mais pourtant, quand vous rencontrez les acteurs politiques, de façon individuelle, ils vous diront, moi, acteur politique, j'aurais aimé être en train de faire ceci, j'aurais aimé être en train de faire cela, voyez-vous. Et quand dans cette ambiance, dans ce contexte, vous voyez tout le grand procès qu'on fait à un ministre qu'on a limogé, et que son parti lui reproche d'avoir mené des actions solitaires, vous imaginez à quel point à l'intérieur des partis politiques, on tient à faire respecter un agenda au bénéfice de qui ou de quelle personne, on ne saurait le dire. Mais toujours est-il que ce qu'on aurait pu remarquer et confirmer véritablement la guerre de leadership. Quand je remonte entre 2014 et 2015, vous savez que les compagnies aériennes ont fait suffisamment d'argent parce que les acteurs politiques voyageaient beaucoup, ils frappaient à toutes les portes, n'est-ce pas, pour se trouver un parrain, ça allait dans tous les sens. Il y a Ebony perdait de jour en jour ses proches et fidèles soutiens, il ne contrôlait pratiquement plus rien, le pays était en ébullition, on ne vivait que les calculs politiques, que ce soit dans les hôtels, dans les grandes rencontres, voyez-vous. Tout ceci est absent. Ce qui me fait dire que ce que nous vivons actuellement, même avec la réforme du système partisan, dont l'avantage qu'on nous a présenté est d'amener les partis politiques au cœur du jeu politique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a dit, mais ce n'est pas ce qu'on est en train de remarquer. Ou soit, le jeu politique est en train de se faire ailleurs, carrément, dont on n'a pas l'adresse, dont on n'a pas connaissance de l'environnement géographique. Sur notre planète, peut-être. Oui, ou... On va demander à... On n'est pas quand même si aveugle. On n'est quand même pas si aveugle pour ne pas... Donc, il y a ça. Il y a cette peur qui plane sur la tête de tous les acteurs politiques. Et ils vous fuient, mais parce qu'ils savent que vous allez leur poser la question sur ce qu'ils sont en train de préparer et vous dire, ah, vraiment, là où nous sommes ici, là, on ne peut absolument rien vous dire. Franchement, je pense que si guerre de leadership il y avait, c'est qu'il y a cette peur qui empêche cette expression des acteurs politiques à dire le jeu, à dire le calcul clairement. Et vous imaginez que c'est même en ce moment qu'on a la surenchère, que les acteurs politiques montent les prix en fonction de leur gabarit, en fonction de ce qu'ils représentent, n'est-ce pas, dans le jeu politique. Mais on n'observe absolument rien. Depuis, je ne sais plus combien d'années, 2018, 2019, où on a acté
en tout cas la création de nouveaux partis 2018 au regard donc de nouveaux tests. Il me semble que la réalité en elle-même n'a pas changé, en tout cas dans la configuration géopolitique nationale. Biotchane à la tête toujours du BR. Bon, l'Union, pour le renouveau a changé entre-temps de main. Bruno Amousso a passé la main à un jeune plus dynamique qui a quitté rapidement la Cour constitutionnelle pour prendre la main. Boni Yaye à la tête des démocrates. Il me semble que Jacques Ayadi est toujours en train de gérer son point Bénin. Même si on est passé de UDBN à RN, il n'y a que Claudine Prudencio détient toujours en tout cas la part des grandes décisions au niveau donc de ce parti, ainsi que les autres partis qui restent aussi. Et puis on est comme ça et on se regarde. Est-ce qu'il y a vraiment un guerre de leadership là? Oui, je dirais qu'il y a, il y a guerre de leadership, mais qui n'est pas visible, qui n'arrive pas à sortir de l'intérieur des partis. Vous savez, lorsqu'on parle de guerre de leadership, c'est pas seulement pour aller aux élections. Il y a les positionnements en interne. Moi, je veux par exemple occuper le poste de secrétaire général de mon parti. Je n'arrive pas, je sais que j'ai les compétences, alors qu'il y a un là qui a déjà fait beaucoup d'années. Vous avez cité des noms. Biotchane est là, il y a Diogbenou qui est là, il y a Moël Béné qui est toujours dirigé par Jacques Ayadi. Il y a RN. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Et personne ne se presse. Voilà. C'est ça qui est grave, parce que quand bien même vous allez interroger chaque acteur, ils vous diront que cette gestion que font ces différentes choses que vous avez sautées, mais c'est problématique, il y a des problèmes. Catastrophique. Mais j'avais sur la place le dire. Voilà. Or, la guerre voudrait qu'au niveau même de ces formations politiques, ces problèmes soient relevés pour que vraiment on puisse voir comment il faut mener une campagne à l'interne pour procéder à des changements. Mais bon. Non, la guerre, elle éclate ou elle apparaît au grand jour, surtout lorsqu'on est à la porte des élections. Et c'est pourquoi l'avantage que les gens ont eu ces dernières années, ces règles-là qui ont été établies, où on dit, bon, il faut avoir des partis forts. Les quelques-uns qui ont pu se détacher des grands blocs également profitent de ces principes qui ont été érigés. Sinon, au sein des grands blocs, par exemple, le BR et l'Union progressiste, c'est tous les jours que ça se fait. Quelqu'un m'a dit, mais pour la dernière rencontre, par exemple, du BR, les gens auraient voulu, par exemple, qu'on ouvre le débat autour de ce qui se passe avec Adambi, mais la question n'a pas été évoquée. Mais en étant, cela ne signifie pas que les gens ne veulent pas. Ça se discute entre groupes qui se forment à l'intérieur des partis politiques. Maintenant, la peur qu'il faut avoir, c'est que à l'approche des élections, que tout cela commence pas véritablement se faire sentir. Parce que si c'est pour la mouvance, ça va être une perte, ça ne va pas leur permettre de pouvoir capitaliser tout ce qu'ils ont fait pendant 8 ans pour conserver encore le pouvoir. Si c'est l'opposition, et c'est ce qu'on ne dit pas beaucoup trop, mais au niveau de l'opposition également, il y a des guerres de leadership. Vous avez vu comment Boni Yaye est arrivé à la tête du parti, où on a estimé que bon, si on n'enlevait pas Éric Rouleté, cette crise de confiance-là, ça ne pouvait pas profiter au parti Les Démocrates. On a écouté beaucoup de choses. Et en interne, il y a des gens aujourd'hui qui vont lever leur petit doigt lorsqu'on va lancer, par exemple, les primaires pour choisir des candidats. Pourquoi, par exemple, au niveau de l'opposition, qui n'a pas à suivre les mêmes principes que les partis de la mouvance, on ne sent pas des primaires s'organiser, on ne sent pas des gens, alors que c'est Boni Yaye même qui est à la tête du parti et qui peut, comme il le faisait par le passé, ouvrir le jeu et dire, mais écoutez, que chacun commence pas se prononcer, chacun commence pas poser des actes pour qu'on sente bien les ambitions que chacun nourrit. Mais ça ne se fait pas. Mais à l'interne, je vous assure que ça se vit. Les gens, ils ont du mal simplement à s'exprimer parce que il y a. C'est en ça que rien ne se vit. Non, ils sont embrigadés d'esprit de corps. Ils sont embrigadés. J'allais finir, Tanguy. D'accord, finissez donc. Je pense que ça se vit, mais on n'a pas encore le courage de pouvoir l'extérioriser. Mais comment vous faites pour consulter à l'intérieur des gens ceux qui sont Nous sommes des journalistes, Tanguy. Quand le Badabassi a eu le courage de remettre en cause la gestion de Biotchane, vous avez vu la succession des événements. Il a dû faire opération rachat avec un grand doyen de la presse que je connais. Il disait des choses terribles tous les jours. La HAC ne s'est jamais intéressé à ça, au point de devenir ministre conseiller, récompense toute faite. Aujourd'hui, il a le bec cloué. Citez-moi un autre nom. Toutes les personnes, tous les ailés courageux qui ont voulu faire autre chose que ce que le bureau politique national a dit,
ils se sont vus au carreau. Voilà un parti politique dans lequel on a des têtes de pont, mais qui ne peuvent jamais, des partis politiques qui ne peuvent jamais prendre la parole sur la succession d'un régime qu'ils ont fait et soutenu pendant 8 ans. Un peu comme si aujourd'hui, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, tous ceux-là ne peuvent pas parler de la succession de Macron. Voilà un gros panier dans lequel on dit aux gens, en fait, vous êtes tenu par la queue ou je ne sais par quel autre organe de votre corps. Si vous avez envie de parler... L'humain n'a pas de cœur. Bon, je ne sais pas, c'est une image. Mais voyez, ce sont des réservoirs de gens appelés au silence, à la politique de la CAP. Et je ne sais pas comment on peut prétendre gouverner des hommes en se taisant. Aussi, ils nous ont dit qu'ils ne veulent plus de partis électoralistes. Donc les élections doivent nous conditionner les sorties, les activités des partis politiques. Ils nous ont dit qu'ils veulent créer des partis forts. Où est la force du parti si dans le parti, rien ne doit mijoter, rien ne doit bouger, ne doit donner l'impression de scintiller ou de faire un début d'éternuement. Le premier d'entre eux qui veut un peu être jaloux de sa lucidité ou de son objectivité, vous voyez des partis qui vont à l'école du PCC, du Parti communiste chinois. C'est pas interdit. Ils vont à l'école des partis uniques. Oui. Des partis où ils vont à l'école de partis où tout se décide entre 2-3 personnes. On suit comme une lettre à la poste et rigoureusement on marche là-dessus, non seulement dans le parti mais dans toute la République. C'est ça aujourd'hui qui conditionne la formation politique. Et jusqu'à demain, ça ne va pas changer. Parce que c'est ça qui permet à Patrice Talon de maîtriser ce qui se fait. Et c'est ça qui est le prix à payer pour ces responsables de partis politiques, cette maîtrise de leurs hommes pour continuer à avoir la confiance de Patrice Talon. Ça ne va pas changer, même jusqu'à l'aune de 2026. Vous savez, le décor est planté et le tableau qui est peint n'est pas assez intéressant. Il faut qu'on ait le courage, je le dis, parce que c'est vrai, on parle de partis forts. On veut des partis forts. Mais dites-nous, quand vous observez bien, est-ce que vous constatez que ce sont des partis forts? Mais non. Oui, c'est des partis forts. D'autant que les individus ne peuvent même pas oser aller contre des décisions des bureaux politiques de leur parti. Des décisions prises comment? Ah ben moi je ne sais pas. Ah ben de toute façon, les décisions sont prises. Ah ben voilà, des décisions prises comme ça, ou des décisions qui s'imposent aux partis, qui s'imposent aux sympathisants ou aux militants simplement. Alors qu'un parti, ça vit par les militants, ça vit par les sympathisants. Si je suis militant d'un parti et que mon avis ne compte pas au sein du parti et que je ne peux pas opiner au sein du parti, il faut déjà craindre qu'il y ait implosion à un moment donné. Et aujourd'hui, observez, effectivement, tel que ça a été déjà dit sur le plateau plusieurs fois, vous voyez des militants, des gens qui sont proches de la mouvance, certes, mais qui, au fond d'eux, sont tétanisés. Il faut l'observer. Vous pensez qu'il y a que parmi eux aujourd'hui, il n'y en a pas qui veulent se dire, oui, je veux bien être candidat. Mais les rarissimes qui ont osé lever le petit doigt pour dire qu'ils veulent être candidats, on a vu le sort qu'ils ont suivi. Après le courage de formuler. Et les autres tirent l'exemple de tout ceci et ils se disent, mieux vaut se taire, observer, suivre la masse. Et c'est là le danger de ces partis politiques. Parce que, à la longue, vous êtes avec des militants dont vous ne maîtrisez pas véritablement la conviction. Vous êtes avec des militants qui peuvent penser toute autre chose, mais juste pour préserver soit un poste ou des intérêts ou des affinités, tout ce qu'ils veulent, sont obligés de suivre la vague. Mais cette vague, on la suit. Pas par conviction, mais on la suit parce qu'on est obligé. C'est la raison pour laquelle je dis, vous avez des militants tétanisés. Et c'est pour cela que je dis, la guerre de l'échec, elle est bien ouverte. Mais le problème, c'est que vous ne la voyez pas encore. Elle viendra par implosion. Elle est déjà là. Elle couvre tout doucement. Ça se travaille. Mais vous verrez à un moment donné que certains, fatigués, harassés, de pouvoir se taire, de pouvoir subir, de pouvoir gérer les frustrations, finiront par dire, attention, là, je claque la porte. Et les portes, on les voit dehors. La preuve, observez, on a dit dans le temps
que oui, avec le nouveau système, avec le nouveau code, et avec tout ce qu'il y a, on n'aura plus de sortie des partis politiques, de changement de veste à l'emporte-pièce. Mais observez, ça se permute. On quitte la mouvance, on quitte le BA pour l'UPR, et puis c'est bon, on se permute les militants. Et parfois, quand on est fatigué des deux, on va carrément vers l'opposition. On a encore vu le week-end écoulé, on a encore vu quelqu'un qui est sorti, un de l'UBR qui est sorti, et qui a dit qu'il est fatigué parce que ce qui se passe là-bas, ça ne l'arrange pas. C'est sa conviction personnelle, je n'en fais pas bien, mais le plus important, c'est ça. Il y a des gens qui subissent et ils sont extrêmement tétanisés à la langue. Vous allez voir, ça va commencer par crier de toutes parts. On attendra de voir en tout cas les manifestations publiques, visibles, de cette guerre de leadership, même si, oui, Eric. Dans le jeu politique, au-delà de ce que nous sommes dans un système démocratique, c'est des principes, c'est des règles, mais c'est aussi une tradition. Nous avons une tradition, n'est-ce pas, de vivre, comment on dit, des élections. Nous avons une tradition de changer notre tradition. Justement. Et donc, en cela, il n'y a que ce que nous vivons est assez extraordinaire, parce que les acteurs n'ont pas changé. Ce sont les mêmes que nous avions connus sous Boni Yayi, n'est-ce pas, qui sont toujours en place. Et donc, ce silence retrouvé assez fort de ces mêmes personnes, n'est-ce pas, pose, en tout cas à mon niveau, un problème. Je me rends compte que des gens ont tellement changé que même à l'approche d'un événement, qu'ils aiment toujours jouer les grands rôles, n'est-ce pas, les grandes actions, ils ont complètement tout perdu. Après, je pense que quelqu'un a voulu peut-être que les choses soient ainsi. Pour peut-être lui permettre de conduire ses actions, de conduire son programme d'action jusqu'à terme, pour ne pas avoir à gérer des problèmes d'indiscipline par-ci, des problèmes de fidèles qui disparaissent du jour au lendemain au profit de notre acteur politique peut-être plus fortuné, et tout ça. Bon, est-ce que dans ce genre de conditions, cela arrange l'animation de la vie politique? Parce que nous sommes là, le débat est vide, les acteurs sont inexistants, personne n'est là pour discuter de comment, de qui va faire quoi, et nous sommes là. Quand on a fini de faire ce procès, je dis, il y a ce que la justice a fait. Les hommes de droit diront que la justice a dit son droit. Mais après, il y a ce que les acteurs politiques individuellement vont tirer comme élément de frustration, de peur peut-être pour d'autres, de rejet complètement de ce que, à cette allure vont les choses. Je pense que s'il y a quelque chose à faire, on va au niveau de... C'est vrai que l'exemple des partis de la mouvance est assez évocateur, mais au niveau de l'opposition également, il y a en interne cette guerre-là, mais qui n'apparaît pas. Bon, je pense qu'il est à l'ombre également de Boni Yayi qui plane sur ces partis-là, sur les partis qui sont autour de LD aujourd'hui. Je ne sais pas. Si quelqu'un n'a pas l'onction de Boni Yayi, s'il pourra avoir le courage aujourd'hui de commencer par courir dans les rues pour dire « je veux être le porte-flambeau de l'opposition pour 2026 ». Je ne pense pas. Parce que lui, déjà, il a vécu l'expérience et il en est sorti, c'est ce qu'il a subi. Et autant de Boni, il y a déjà un an comme ça, on sait que on nous a raconté, je ne sais pas, je n'en ai pas les preuves, qu'il a déjà, c'était qu'il appelait déjà, qui lui disait attention, moi je veux continuer mon chemin, je veux faire autre chose, je veux voir ailleurs. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible? C'est peut-être tenant compte de tout cela que Patrice Talon, qui a également géré le pouvoir aux côtés de Boni et qui a vu les acteurs politiques évoluer, qu'il a peut-être mis ses garde-fous, ces principes-là, pour conduire jusqu'au bout, pour que l'activité politique ne prenne pas peut-être le pas sur les politiques publiques qu'on doit exécuter jusqu'à la fin du mandat, qui peuvent constituer un bilan qu'on peut également défendre à la fin de ce mandat. Donc, je pense que c'est tous les partis politiques qui sont dans le cas aujourd'hui, une certaine inertie qui ne signifie pas non plus qu'en interne, il n'y a pas déjà des choses qui bougent. Seulement, ça n'apparaît pas comme par le passé. Cette guerre de leadership en interne, c'est comme le rêve du chien. Alors, comme on le dit de manière vulgaire en langue. C'est un rêve de chien. Ça va rester en son sein et rien qu'en son sein. Cette guerre, vous savez, le premier courageux qui va vouloir claquer la porte dans un de ces partis politiques,
ne sera même pas conseiller municipal. C'est-à-dire, c'était 10%. Personne n'a pu avoir le courage. Aujourd'hui, c'est 20%. C'est-à-dire, le premier, quel que soit son fief, le premier indiscipliné. Une réforme qui a absorbé le PRD, une réforme qui a fait disparaître de grands partis politiques et qui est aujourd'hui doublé corsé pour le renforcement de l'unité nationale. Rassurez-vous, si quelqu'un veut être député, quelqu'un veut être, ne serait-ce que CA, on aura même les élections locales où les grands partis vont désigner. Si quelqu'un même veut être délégué de quartier, il a intérêt, selon leur réforme, à se mouiller dans la masse, à se taire, à clouer son bec. C'est pour cela, ça va rester rêve de chien dans leur ventre. Quelqu'un a une guerre de leadership à initier ou à subir, ce sera avec lui, rien qu'avec lui. Parce que les choses sont faites, les choses sont verrouillées de toutes parts de la sorte pour que les individualités se neutralisent au profit de la masse. Et je dis quelle masse? La masse tenue de bout en bout par Manitou. Allez, j'avais espéré qu'on ait le temps d'évoquer le second sujet, la sortie de Maître Adrien Mbedji, fraternité qui est un peu confus par cette sortie qui plane de clair-obscur de Mbedji. Peut-être qu'on va ramener le sujet demain pour avoir le temps suffisant d'en débattre. Maître Adrien Mbedji qui évoque encore l'affaire de PRD dans son intervention, qui évoque encore les histoires d'exilés politiques et de prisonniers politiques, et qui est revenu de façon subtile sur ce procès de coup d'État et de son issue. On verra tout cela demain avec votre permission. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Je suis bien désolé de vous dire que vous n'auriez ni le compte rendu de l'actualité ces derniers jours au Bénin, l'exercice de Idrissou Boukari. Nous sommes de cœur avec justement l'homme qui est actuellement très éprouvé en ce moment. Vous n'aurez pas non plus la revue de presse, quelques soucis avec celui qui l'a préparé et vous la présente. Néanmoins, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Demain sera un autre jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première revue de presse de la semaine. Rendu jeudi 30 janvier 2025 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le verdict de l'affaire dite complot contre l'autorité de l'État continue de meubler les colonnes des journaux. Le matinal rapporte en effet les réactions de deux grandes formations de la scène politique nationale, le Bloc républicain et les démocrates, à travers un communiqué signé le 31 janvier 2025. La première, appartenant au camp présidentiel, relève que la justice a été impartiale et a fait montre d'une pédagogie visant à dissuader toute velléité de remise en cause de l'ordre constitutionnel et des services publics essentiels au développement du pays. En revanche, par la même voie, tout en prenant acte de la décision du juge, la deuxième partie de l'opposition met en relief plusieurs irrégularités confirmées par le Collège des avocats. Pour le parti dirigé par l'ancien président Yahi Boni, précise le quotidien, les piliers d'une démocratie ne tiennent que si la justice est tournée vers l'équité, le respect des textes, sans distinction de couleur et d'opinion politique. Et cela est valable au Bénin, plus encore aujourd'hui que par le passé. Cette antinomie est relayée également par Le Matin, qui ajoute à sa manchette que le bâtonnier de l'ordre des avocats est tenu coupable de violation de l'ordre constitutionnel. Sa culpabilité a été établie par la Cour constitutionnelle pour refus de commettre d'office des avocats au profit d'Oswald Omeki et Olivier Bocon. Le bâtonnier avait évoqué un mouvement de suspension des commissions d'office pour protester contre les indemnités impayées. Pendant ce temps, les membres du Parti du Renouveau démocratique, aujourd'hui sous la coupole de l'Union progressiste, le Renouveau,
échange les vœux du nouvel an. L'occasion de cette cérémonie est saisie par le leader historique du parti, Maître Adrien Mbedi, qui a invité ses lieutenants à poursuivre le rêve commun, celui d'un état de liberté, de démocratie et d'état de droit. Dans le même ordre d'idées, l'ancien président de l'Assemblée nationale a lancé, selon Matin Libre, quelques piques à Patrice Talon. Il soutient que l'affaire de complot contre l'autorité de l'État est le résultat d'une exclusion, appelle le chef de l'État à libérer les prisonniers politiques et suggère des assises nationales pour la décrispation du climat politique. Fraternité dissèque le discours du patriarche et montre un clair-obscur à travers une tribune d'Angelo Dossoumo qui s'appuie sur des extraits édifiants. Le quotidien fait remarquer qu'en dépit de sa fusion avec l'UPR, le PRD n'est pas dans une dynamique de disparition. Maître Adrien Mbedi a implicitement exprimé son désir de voir le parti survivre à la réforme du système partisan. Le quotidien Maison nous informe par ailleurs que Mbedi a reçu la visite de Yahi Boni dimanche 2 février 2025. L'ancien président de la République est allé lui présenter ses vœux de l'année 2025, indiquant que cette visite intervient après celle rendue à son père, Nicéphore Dieudonné Sogo. Dans le cadre de la même démarche, Info Matin s'interroge: à quand le tour de Talon? Pour sa part, le potentiel se demande s'il s'agit de fait de vœux tardifs ou d'une manœuvre politique. En matière de diplomatie, le ministre Olusegun Bakari Adjadi a reçu en audience vendredi 31 janvier 2025 le nouvel ambassadeur de la République du Niger près le Bénin, rapporte Nord-Sud Quotidien. Ce moment d'échange est précédé de la présentation par Kadade Chaibou des copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Les deux hommes ont discuté des relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger. En attendant que les lignes ne bougent entre les deux pays, Libération nous informe que le gouvernement renforce sa lutte contre l'extrémisme violent dans le nord du pays. C'est à travers la remise d'équipements aux associations, coopératives et groupements d'intérêt des communes de Malanville, Karimama et Kandi. Le geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles entre le Bénin et le Niger. Des précisions fournies par Libération. Achevons, mesdames et messieurs, ce point de l'actualité sur un fait de société. Selon un rapport établi par le Télégramme, une station-service de la commune de Glazoué a été cambriolée au cours de la nuit du mercredi 29 janvier 2025. Les assaillants, au nombre de 6, ont emporté 3 750 litres de gasoil, dont la valeur estimée est de 2 700 000 francs CFA. Fin de la revue de presse de ce lundi 3 février 2025.